Bruno Retailleau, l'actualité, c'est la loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, dont vous étiez à l'origine, ici au Sénat. Cette nuit, les députés ont adopté l'interdiction administrative de manifester. Finalement, Bruno Retailleau, vous étiez inquiet qu'elle soit édulcorée, cette loi. Elle n'est pas tant que ça. Ces craintes, elles sont passées ce matin pour vous? Pas du tout. Non, pas du tout. Elles sont actuelles. Je veux rappeler l'origine de ce texte, après notamment les événements du mois de mai et les Black Blocs, avec cette violence qui augmente, avec en France l'incapacité que nous avons à manifester librement sans qu'il y ait justement une dénaturation à travers des casseurs. Et il y a un problème dans notre loi, c'est que pour condamner, il faut établir un lien entre l'identité et la commission de l'acte. Et quand vous êtes cagoulé, quand vous êtes masqué, voilà, il y a un problème. Donc vous avez plus de 6000 interpellations et vous avez 152 mandats de dépôt. Donc il n'y a pas de suite, ou très peu de suite judiciaire. Donc non, elle est dénaturée. Elle est dénaturée. Je vais vous en donner un seul exemple sur ce que j'ai appelé la transformation de la contravention en délit pour se dissimuler le visage. Il faudra que le juge soit capable de prouver la mauvaise intention. C'est-à-dire qu'on devra dire, voilà, vous aviez bien l'intention, en vous dissimulant le visage, de troubler l'ordre public. Parce que sinon, on peut estimer qu'il fait froid, que vous avez protégé votre peau, que vous vous êtes protégé contre les gaz lacrymogènes. Non, mais de qui se moque-t-on ? Non, cette loi, elle est en train d'être dévitalisée. Alors, de deux choses l'une. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle va sortir de l'Assemblée ne cette semaine, elle sera inefficace, mais ne servira à rien. Donc, arrêtons de faire des lois qui servent à rien. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'une loi porte mon nom si elle est inutile. On fait des lois pour être utiles aux Français. Et moi, je veux préserver la liberté de manifester pacifiquement. Alors, ce qui bloque une partie des députés de la majorité, c'est qu'ils craignent une loi liberticide qui contreviendrait à la liberté de manifester. Il y a eu une intervention cette nuit en séance, celle de Charles de Courson, qui parle de dérive complète. Il a dit on se croirait revenu sous le régime de Vichy. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est n'importe quoi. Qu'il aurait dû mieux lire la loi et qu'il y a des voies de recours qui existent. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait l'objet d'une interdiction de manifester, comme il peut faire l'objet d'une interdiction, par exemple, d'aller à un match de foot, voilà, pour préserver la quiétude des matchs de foot. On y est arrivé avec la loi anti-hooligans. Alors, moi, je veux bien qu'on préserve les matchs de foot. C'est très, très important. Est-ce que préserver la liberté de manifestation, de la quiétude, est-ce que ce n'est pas plus important ? Ce que je veux dire, c'est que toute démocratie doit établir un équilibre entre deux notions, la liberté, les libertés publiques et la sécurité. Je veux simplement rappeler que la sécurité est une liberté et que quand des milliers de Parisiens n'ont pas pu sortir depuis des samedis, des mois dans la rue parce qu'ils craignent pour leur intégrité physique, ça pose un vrai problème, la liberté d'aller et venir. Est-ce qu'on est capable de protéger ? Est-ce qu'on est capable de neutraliser ceux qui viennent pour piller, pour casser, ou est-ce qu'on n'est plus capable ? Si nos démocraties ne se protègent pas, eh bien, croyez-moi, la violence augmentera et c'est l'idée même de démocratie qui dépérira. Et quel est votre point de vue, votre regard sur l'annonce qui a été faite du fait que 130 djihadistes français reviendraient en France pour y être appréhendés, jugés ? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Ma première action a été d'être stupéfait quand le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'ils sont d'abord français avant d'être djihadistes. Non, ce sont des criminels de guerre qui ont sans doute commis des crimes de masse, peut-être des crimes contre l'humanité, et voire même des crimes de génocide. Voilà. Nous inviterons ici, le 6 février, au Sénat, une jeune fille yézidi qui, à partir de l'âge de 12 ans, a été esclave sexuelle de Daesh. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui doutent de ce qui s'est passé là-bas à venir auditionner cette jeune femme qui, avec sa mère, ont écrit un livre qui s'appelle « Prisonnière ». Donc, ils sont d'abord des djihadistes. Il y a deux situations. Il y a l'Irak et la Syrie. L'Irak, il y a un État constitué. J'ai toujours considéré que ceux qui avaient commis les crimes sur place devaient être jugés sur place. C'est très bien. Il y a maintenant la Syrie. La Syrie, il y a quand même un État. Certes, avec les Kurdes, on est dans une situation compliquée où il y a un chantage qui s'exerce sur nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas se résoudre à les ramener en France. Il faut que la diplomatie française puisse discuter avec les Kurdes pour qu'ils puissent rester sur place. Évidemment, si les Kurdes nous disent à un moment donné, on les lâche, etc., alors là, il faudra s'assurer qu'on les emprisonne immédiatement. Mais avant d'en arriver là, croyez-moi, il y a beaucoup d'autres solutions. J'ai les chiffres, il y en a 130. Sur les 130, vous avez 70 mineurs de moins de 13 ans. Et sur les 60, il y a 10 binationaux, ceux-là, on les déchoit dans la nationalité, et il y en a 50 autres. Voilà. Mais encore une fois,
considérer que le rapatriement, c'est la première des solutions, je ne le crois pas. C'est la dernière des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les peines qui ont été appliquées aux djihadistes, elles sont trop longues, trop courtes, elles sont suffisantes? Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sortent? Les peines ont été beaucoup trop courtes. La preuve, c'est qu'un certain nombre de djihadistes sont libérables dans les mois et les quelques années qui viennent. On a les moyens de les Dans un premier temps, heureusement, nous avions durci le régime avec une peine à perpétuité, mais la perpétuité réelle doit être appliquée. Et moi, je vais au-delà. Je pense qu'il doit y avoir une peine de sûreté, comme on le fait notamment pour des pédophiles, etc., des individus dangereux, pour que ces individus soient définitivement retranchés de la société. Et on en prend les moyens. On passe à la loi Pacte, Oriane Mancini. Oui, une loi examinée en ce moment même au Sénat, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Alors, beaucoup de points dans cette loi, mais un des points qui fait débat, c'est celui de la question des privatisations, notamment la privatisation d'Aéroports de Paris. Est-ce qu'au moment où l'État doit trouver de l'argent, finalement, ce n'est pas un bon moyen pour l'État d'en trouver ? Non, nous allons nous opposer à la privatisation d'ADP. Pourquoi ? Moi, j'avais été un des seuls, il y a quelques années, en 2006, à m'opposer à la privatisation des sociétés mixtes concessionnaires des autoroutes. Et on reconnaît que ça n'est pas une bonne chose, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer nos infrastructures. Si, on les finance avec les amendes, vous savez, les radars automatiques. Bien. Donc, on a vraiment un problème. Et là, on a la démonstration que de temps en temps, sur ce qui est l'essentiel, des infrastructures essentielles, des infrastructures de souveraineté comme l'aéroport de Paris, on a une situation de monopole. Eh bien, moi qui suis libéral, je considère que privatiser un monopole, c'est donner une rente financière au privé, indûment. Voilà. Et je considère par ailleurs que l'argent, justement, à travers qui est pour l'instant État, eh bien, à travers les dividendes, impose à l'État un certain nombre de règles, mais surtout lui donne un flux de revenus au cours du temps. Voilà, les autoroutes rapportaient. On a vendu, si j'ose dire, les bijoux de famille. On a fait un coup. Puis après, plus rien. Tandis que si on avait gardé, par exemple, les autoroutes, on aurait justement le produit des péages qui reviendrait à l'État pour financer d'autres infrastructures. Eh bien, ADP, c'est terrible parce qu'on privatise un monopole, ça n'a pas de sens sur le plan de l'économie et ça n'a pas de sens non plus puisqu'on privatise en quelque sorte nos frontières. C'est la première frontière, on doit la maîtriser. C'est une infrastructure stratégique. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que les États-Unis, qui est un grand pays libéral, ne privatisent pas ces grands aéroports? Ni Munich d'ailleurs, ni Francfort. Voilà, donc moi je suis à la fois pour la liberté économique, mais justement, je ne veux pas qu'un monopole se transforme en rente financière pour une société privée. Bruno Retailleau, la politique, François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes des Républicains. Est-ce que c'est une forme de coup de force de Laurent Wauquiez? Est-ce que vous vous sentirez comptable si les résultats électoraux aux européennes ne sont pas là, vous, Bruno Retailleau? Il y a un trio qui a été nommé. Ce trio, il exprime des sensibilités différentes de notre famille politique. La droite des valeurs avec François-Xavier Bellamy, la droite plus libérale avec Agnès Evren et enfin une droite plus régalienne avec justement Arnaud Danjean. Moi, je vais vous dire, je suis attristé par la tournure du débat. On est en train de reprocher ses opinions à François-Xavier Bellamy. Quand est-ce que nous allons parler d'Europe? Un débat qui est encore un débat confisqué. Ensuite, on voit bien qu'en France, où est le problème démocratique? C'est parce qu'il y a des sujets sur lesquels on condamne les gens, on les disqualifie avant même d'écouter leurs arguments. Et ceux qui font profession, habituellement, de tolérance, ce sont les plus intolérants. Ces gens-là auraient dit avec Sartre en 1965, tout anticommuniste est un chien. Et aujourd'hui, on lasse les chiens sur François-Xavier Bellamy parce qu'on considère qu'il y a délit d'opinion. C'est inqualifiable. Ça vient de votre famille politique, c'est Bruno Retailleau, c'est en interne qu'il est critiqué. Absolument. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression, pour tous, de droite, de gauche ou d'ailleurs. Simplement, je veux qu'on débatte. Pourquoi? Parce que l'Europe va jouer gros, très très gros. Pour ma part, je pense que cette élection, c'est l'élection de la dernière chance pour l'Europe. Il faut changer l'Europe si on veut garder l'Europe et la faire progresser. Et quand est-ce qu'on va vraiment parler de l'Europe? Alors qu'on se focalise sur des débats qui n'ont rien à voir.